Bonjour, donc on va parler de gestion de portefeuille agile et lean. Puis je suis super heureux qu'on fasse la présentation ici aujourd'hui à Québec et je suis super heureux de la faire en français parce que on l'a fait 5 fois à date puis la plupart du temps en anglais. Puis c'est comme un petit défi supplémentaire de se débrouiller en anglais des fois. Puis moi, je suis du genre à improviser certains bouts. Fait que c'est un peu plus compliqué. Fait que le fait de savoir qu'on peut le faire en français, ben, puis Fred aussi est super heureux de le faire en français. Puis c'est le fun aussi de le faire devant vous parce qu'on l'a fait 5 fois, mais on l'a fait 0 fois à Québec. Puis on vient de Québec, puis on travaille à Québec. Fait que c'est le fun d'être là. Donc, gestion de portefeuille agile et lean, qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui? On va regarder c'est quoi de la gestion de portefeuille, puis on va essayer de le voir d'un angle un peu différent. OK? Fait que si vous êtes habitué à une façon de faire la gestion de portefeuille, on va essayer de peut-être vous la présenter d'une autre manière. Puis on est des coachs agiles, fait qu'on va vous donner peut-être des trucs sur comment on peut gérer un portefeuille avec des principes lean puis des principes agiles. Fait que ce serait ça l'intention. Et c'est bâti autour d'un retour d'expérience qu'on a fait. Donc, moi et Fred, on fait de la transformation dans les organisations. Fait qu'on a un retour d'expérience parce qu'on a essayé ces choses-là. Donc, c'est pas de la théorie qu'on n'a jamais mis en pratique. Voilà. Ouh, ça va être le fun. Mais attendez une minute, vous êtes sûrement en train de vous dire c'est qui ces deux-là. Hein, nous sommes bien sûr les fameux Frédéric Paquet et Nicolas Mercier. Ah! C'est plate, ça scrape ma joke. Non, ça vous dit rien, là, tout le monde fait comme ah. Mais je pense qu'il y a quelqu'un qui a haché de la tête en arrière. Là. Ou non, il était juste en train d'ajuster son siège, il avait l'air de nous connaître. Mais non, mais on est Fred et Nick, on travaille pour CGI/Facilité. Comme vous le savez peut-être, au mois de mai dernier, CGI et Facilité ont décidé d'unir leur destinée. Puis on fait maintenant partie du Centre d'excellence agile de Facilité. On est des coachs agiles. Donc voilà pour les présentations. Mais avant de commencer, on va essayer de garder une petite période de questions à la fin, mais si jamais, pendant la présentation, vous ne comprenez pas trop qu'est-ce qu'on est en train de dire, ou si jamais, niveau technique, vous n'entendez pas, ou si vous êtes vraiment comme, voyons, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là, ou si vous êtes en train de capoter solide. Là. On se calme, on lève la main, vous pouvez lever les deux mains si vous voulez. Posez votre question, on va répondre aux questions au fur et à mesure, puis après ça, tout va bien aller. Ça marche? Hein? Ça marche? Ça pogne? Je l'avais dit. Donc voilà, on va y aller. Oui, peut-être avant de commencer, pour être sûr qu'on m'introduise qui est dans la salle, ici fait partie d'un bureau de projet, PCO, directeur de projet, bref, les PM Boquiens, c'est les qui? Super. Qui fait de l'architecture d'affaires, analyse d'affaires, donc les Baboquiens ou les Bisboquiens, selon l'allégeance. OK. Scrum Master? Super, Agile de Québec. Autres, développeurs, gouvernance en général? Ah, ça s'est bien réparti. Oui, hein, c'est bien. Good. Donc, principalement, ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est une expérience basée au gouvernement du Québec. Donc, avec une place où il y a 12 000 employés, environ un peu plus que 1 000 personnes en TI. Je vous laisse deviner c'est laquelle. Mais avant de commencer, il faut qu'on retourne un peu. Puis on va parler de la création. Donc, il va falloir qu'on recule, puis on se dit, OK, la création, bien sûr, moi, je vais vous parler de la création d'un projet. Pour certaines organisations, ça peut être un récit épique. Donc, juste de réussir à prioriser votre besoin dans votre ligne d'affaires, d'écrire le dossier d'affaires, de le faire approuver par tous les processus, les gatings d'approbation, pour réussir enfin à avoir notre budget et pouvoir partir quelque chose. Est-ce qu'il y en a ici? Non. Ensuite, on a notre budget, c'est cool. Donc, il faut qu'on crée les équipes. Donc, parce que qui dit projet dit fin. Donc, début, fin, on va bâtir quelle équipe qui va faire ce projet-là, qui va livrer ce projet-là. Donc, il va falloir peut-être écrire des contrats, des appels d'offres, on y répond. Ça amène un certain délai, une complexité, forcément. Et une fois qu'on a tout ce beau monde-là, ben, on espère, excusez l'anglicisme, mais bootstrapper l'équipe, donc qu'elle devienne performante, prédictible, puis qu'on soit capable de voir où est-ce que ça s'en va. Et, bien sûr, qui dit projet, dit notre fameux triangle de fer. Donc, portée, budget, échéancier.
On sait tous que dans un projet agile, la portée va bouger, mais quand même, pour pouvoir justifier un investissement, il faut à peu près dire ce qu'on espère atteindre, du moins. Et le projet est lancé. Parfois, quand on arrive dans une organisation comme coach agile, on peut être perçu un petit peu comme ça. Dans le sens où, inquiétez-vous pas, les indicateurs, on va avancer, on va faire le mieux, on va faire des itérations, on va s'améliorer. Mais souvent, on a un bureau de projet, une gouvernance qui nous ramène à la réalité assez rapidement. Donc, on a des indicateurs, souvent, l'image n'est pas importante, mais principalement, quand on regarde les bonnes pratiques au niveau de la gestion de projet, donc dans le PMBOK, on va parler beaucoup du baseline, donc la planification initiale de ce fameux triangle de fer-là. C'est là-dessus qu'on va passer beaucoup de temps. Et tous les indicateurs principaux sont basés autour de ça. Donc, le budget, la complétion, la valeur acquise, les écarts. Donc, beaucoup la variance des écarts. Et dans les projets agiles, on amène d'autres sortes d'indicateurs. Donc, on va parler de la vélocité, on va parler des parking graphs, le sunset graph qu'on voit ici, qui est quand même assez de Québec, de Pixis, qui nous montre un peu la progression de notre minimum viable, ce qui est intéressant. Mais quand on amène ça à un niveau portefeuille, est-ce que c'est suffisant? Et souvent, quand on envoie un indicateur, la première chose que les gens vont essayer de faire, c'est comment on peut faire pour le contourner. Et chaque indicateur amène son comportement. Donc, un des comportements qu'on a observé, on va l'appeler la contingence récursive. Donc, on a notre ligne d'affaires qui a un besoin, en parle à vice-présidence TI, qui en parle à un directeur de projet, qui en parle à son équipe. Et chacun va amener son évaluation. Puis comme il y a des fois une notion de confiance qui n'est pas tout le temps là, ou une expérience, on va dire, tout le monde ajoute sa contingence. Et ça peut amener des choses comme, je veux ajouter une information dans le système, ce qui veut dire rajouter une colonne dans une table d'une BD, on s'entend, et avoir une estimation de 250 jours effort. Cas réel de coaching. Donc, une autre chose qu'on va appeler, c'est les indicateurs melon d'eau. Donc, même principe, on a à droite notre équipe de développement qui dit, écoute, on a fait de la crap. Désolé, ça ne marche pas, notre projet ne fonctionne pas. Notre chargé de projet ou bureau de projet, on va expliquer pourquoi nos indicateurs sont jaunes et on va envoyer ça au top management des indicateurs qui sont tous verts. Habituellement, je me contente ici de dire qu'est-ce que ça amène comme comportement. Puis je réfléchissais hier à comment je pourrais vous exposer ça. Je suis allé sur le tableau de bord du Conseil du Trésor, puis j'ai pris la première page. Est-ce que quelqu'un sait un écart de valeur acquise, donc une variation des coûts de 0,00 comment vous faites pour avoir ça? Même chose au niveau des indicateurs de délai. Soit que vous êtes des machines de planification, soit l'écart, l'indicateur, qu'est-ce qu'il nous donne. Donc, si on regarde dans le tableau de bord, 97,27% des projets sont au vert. Puis il y a un gouvernement, il me semble, qui vient de s'élire pour dire qu'on avait des problèmes en TI. Il est où le mismatch? Donc, pourquoi qu'à quelque part, on n'a pas vraiment le vrai pouls de notre portefeuille? Au niveau des délais, par contre, je pense qu'on est à 75%. Donc, puis on va expliquer tantôt un peu pourquoi cet indicateur-là il est un petit peu plus proche. Mais supposons, désolé pour l'anglicisme, projet centrique, mais supposons que tout est correct. Donc, les gens, ils planifient parfaitement, ils sont honnêtes, ils sont transparents, ils font ça du mieux qu'ils peuvent. On a encore un problème. On n'est pas tout seul. Donc, quand on planifie notre projet du mieux qu'on peut, on a notre Gantt avec toutes les activités, on est prêt. Il y a d'autres directeurs de projet qui font exactement la même chose de leur bord. Et les triangles sont en compétition souvent pour des ressources ou des dépendances qui sont partagées. C'est pour ça que quand on a commencé, on a travaillé beaucoup sur ces équipes. On est descendu 150 équipes à coacher, puis l'indicateur, c'était le nombre d'équipes. Fait que là, on a retroussé nos manches, puis on a formé tout le monde. Puis, certains ont commencé à avoir de la vélocité, d'être prédictibles, commençait à être bon. Mais pour l'organisation, on avait un sentiment que ça ne ressemblait pas nécessairement à ça. On était quelque part plus comme ça.
Nos dépendances, ça ne fonctionnait pas. Les services partagés recevaient des requêtes à la dernière minute. Puis là, disaient, ah, c'est parce qu'on est agile. Tout le monde était un peu perdu et on avait le sentiment que les projets n'avançaient pas, même si parfois les indicateurs étaient bien corrects. C'est là qu'on s'est dit qu'il y en avait sûrement besoin d'une stratégie pour essayer de trouver de la cohérence et de l'alignement. Donc, stratégie pour avoir de la cohérence et de l'alignement, quand un vérificateur général de ce monde ou n'importe quel auditeur regarde ce genre de problème d'exécution-là, bien, la stratégie qui est habituellement dit, c'est que vous avez juste à mieux planifier. En fait, c'est que vous avez des problèmes de planification. Oups, pardon. Donc, tout le monde, planifiez mieux, faites mieux encore vos MS Project, passez plus de temps, puis quelqu'un, quelque part, dans l'ensemble de la solution, va peser sur un bouton magique et on va se ramasser avec l'optimisation de toutes les ressources parfaitement, donc toute la capacité parfaitement alignée. Et on a une espèce de plan maître de tous nos projets, de notre portefeuille parfait. Ça va? Tout le monde est d'accord avec ça? En fait, pas vraiment nous. Donc, c'est là qu'on passe. Sur un projet, ça va, mais dans le niveau portfolio, donc portefeuille, c'est Nick puis moi, on pense qu'on vient de passer de la création d'un projet à vraiment de la science-fiction au niveau du portefeuille. Pourquoi? Parce qu'on a tout le temps une espèce, vous connaissez l'effet papillon, hein? Donc il y a cette personne-là qui a une compétence hyper précise, puis on l'a planifié, elle est décalée un petit peu, puis là, tous les chemins critiques de tous nos projets dérapent. Et ça, presque de façon journalière ou hebdomadaire. Quand on aligne on essaie d'aligner plus que 1000 personnes en même temps. Aussi, pour réussir à avoir notre Gantt parfait, ben, ça prend une armée de PCO et de chargés de projet. Moi, je faisais partie de cette gang-là avant, donc c'est un bout qui m'intéresse encore. Mais ça prend beaucoup de monde, honnêtement, pour réussir à bien. Puis, ça nous donne des tableaux de bord, comme on l'a vu tantôt. Pour le top management, ça, souvent, ça ressemble plus à ça. Pourquoi? Parce qu'ils savent, tantôt, vous vous souvenez de l'indicateur Melondo, hein, ils savent que tous les niveaux de gestion ont venu rajouter une petite couche de vert dans leurs indicateurs. Donc, même s'ils ont le tableau de bord vert, ils savent, quand ils se promènent dans le corridor, ils entendent un autre son de cloche. Donc, où est le problème entre les deux? Un autre élément qu'on voulait parler, c'est du démarrage à la réalisation. Donc, entre le besoin d'affaires puis la première livraison de valeur, combien de temps il y a? Plus le temps va être long, plus le projet va être difficile à arrêter. C'est sûr que si vous attendez pour un autobus, puis il en passe à toutes les 10 minutes, vous en voyez un qui est plein, ça se peut que vous attendiez. Si vous êtes comme moi, puis vous restez à Neuville, il y en a un par jour, mettons qu'il y en aurait deux, il passe dans 2 heures le prochain, même s'il est plein, ça se peut qu'on se batte pour rentrer dedans. C'est la même chose pour les lignes d'affaires. Si ça prend 1 an et demi, 2 ans, 3 ans à partir quelque chose, une fois qu'il est parti, on ne l'arrête pas. Puis qu'est-ce que ça arrive? Qu'est-ce que ça nous donne dans ce cas-là? Bien, on se ramasse avec un paquet de fonctionnalités qu'on n'a pas nécessairement besoin, mais on a du budget, fait qu'on y va, on défend. Ça coûte 10 000 en passant sur Amazon, cette affaire-là. Mais un paquet de fonctionnalités que, on va devoir documenter, maintenir, mettre à jour. Bref. C'est tout, c'est ce qui termine la conférence sur la gestion de portefeuille. On est confiants. C'est ça que. Bon, c'est sûr qu'on tape fort sur des points précis, mais on regarde juste les mauvais côtés ou les trucs peut-être à améliorer de la gestion de portefeuille traditionnelle. Donc, ça dresse un portrait peut-être un peu négatif de la chose. On va se concentrer maintenant sur qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a essayé, puis qu'est-ce qu'on a essayé de mettre en place pour changer des choses. Premièrement, quand on a regardé la partie gestion de portefeuille, on s'est dit, selon les mêmes conclusions que la haute direction, on doit bien pouvoir faire les choses autrement parce que tout est vert, tout va bien, mais inévitablement, on voit bien qu'il y a des défis. On a des dépendances, les choses n'avancent pas aussi vite qu'on pensait, on est bloqué à différents endroits, donc on doit pouvoir faire les choses autrement. Un peu comme ce monsieur-là est en train de se dire. Il doit avoir un meilleur moyen de protéger mes yeux du soleil que de tenir une boîte de carton sur ma tête. Puis dans la vie, c'est un peu la même chose. La solution n'est jamais vraiment très, très loin.
des fois directement sur ta tête. C'est peut-être juste de pas nécessairement changer complètement tout ce que tu fais dans ta vie ou dans ta façon d'opérer. C'est peut-être juste de travailler autrement avec des choses que tu as déjà à ta disposition. Donc, ce qu'on a essayé de faire avec le portefeuille, c'est justement, c'est pas essayer de changer toutes les règles de gouvernance, puis toute la façon qu'il y avait de fonctionner puis d'opérer, mais juste de le regarder d'un angle différent. Notre expérience avec Kanban, parce qu'on on a fait de la gestion de portefeuille agile et lean. La partie lean, on est allé chercher beaucoup dans notre expérience qu'on a acquis en utilisant Kanban. Donc, on avait une bonne expérience avec Kanban. Fred a dit tout à l'heure qu'on est allé vers les équipes. Donc, naturellement, il y a 4 ans, quand on fait des transfos agiles, puis encore aujourd'hui, c'est un besoin que les organisations disent, bien, on va être agile, on va appeler des coachs agiles, ils vont aller dans nos équipes, ils vont les former. On a formé, en Kanban, on a formé 800 personnes. Puis on avait un programme de formation du tonnerre. Fait que ces gens-là comprenaient à la base c'est quoi faire du Kanban, puis étaient bien solides en ça. Est-ce que ça a eu l'impact désiré? Hein? Peut-être, peut-être pas. Donc, on est allé vers les équipes naturellement. Puis c'est souvent là qu'on va. Puis on va essayer de voir, le portefeuille, c'est à un autre niveau que le niveau des équipes. Donc, on leur a enseigné aux gens qu'est-ce que c'est du Kanban, d'où ça vient, à quoi ça sert, comment on l'utilise, comment on travaille avec ça, c'est quoi les principes, les valeurs derrière ça. On s'est aligné sur les pratiques qui sont présentées par Lean Kanban, si vous connaissez LKU. Lean Kanban University ont sorti des livres, des guides, c'est les sommités en Kanban dans le monde. Et ça, c'est les 6 pratiques qu'on a utilisées. Donc, on a bâti notre approche Kanban autour de ces 6 pratiques-là. Et on a bâti, à cette époque-là, il n'y avait pas de modèle de maturité qui existait pour Kanban. Il y en a un maintenant, mais à cette époque-là, on s'en est fait un. C'est un modèle relativement simple en 3 étapes où est-ce qu'on va commencer par comprendre notre système, comprendre c'est quoi les règles, comment on fonctionne, puis d'avoir l'information nécessaire pour prendre les bonnes décisions. Puis une fois qu'on a bien saisi tout ça, qu'on a implanté certaines pratiques clés, on va pouvoir commencer à stabiliser notre système. Stabiliser, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va être stable, on va être prédictible, on va être capable de s'aligner puis de savoir quand on va pouvoir livrer des choses. Puis la 3e étape, c'est lorsqu'on est capable de faire ça puis qu'on a piloté notre système, bien, on va pouvoir se propulser avec des approches de métriques avancées, de prédictibilité, des approches de planification, de gestion des risques, etc. Donc, vous voyez, ce n'était pas de l'improvisation qu'on a fait en Kanban. On était solide. Fait qu'on est allé vers 800 personnes, on a formé ces gens-là. Il y avait une compréhension suffisante pour opérer en Kanban. Et ce que ça a donné, c'est quelque chose comme ça. Ça, c'est, je vais l'essayer, Gloucestershire Cheese Roll. Donc, en Écosse, je crois, des gens qui se réunissent au-dessus d'une pente. On ne le voit pas tant que ça, mais c'est une pente très abrupte. Puis il y a un ami qui lance un fromage qu'on voit ici en bas à droite, en bas de la pente, puis tout le monde court, puis l'objectif, c'est d'attraper le fromage. Personne n'attrape le fromage, jamais. Mais les gens dévalent la pente. Il y en a qui ont du succès. Donc, nos équipes Kanban, il était un peu comme ça. Il y en avait qui avaient du succès, il y en avait un peu moins. On a un monsieur ici, où est-ce qu'on voit un peu son dos, là, lui, il n'a pas beaucoup de succès, il va avoir beaucoup d'échymose, par contre. Et donc, mais on avait donc beaucoup d'énergie, beaucoup de choses qui se passaient, mais pas tant de cohésion. Hein, tout le monde s'en va un peu dans tous les sens. Puis, fait qu'on a réussi à avoir des succès au niveau équipe. On a réussi à avoir des avancées au niveau équipe, mais si on regardait à un niveau plus élevé, au niveau portefeuille, il n'y avait pas tant d'impact que ça. Puis qu'est-ce qu'il y a au niveau portefeuille? Bien, d'un côté de notre portefeuille, il y a une opportunité d'affaires, il y a quelque chose qui germe puis qui est une idée qu'on peut transformer en quelque chose de concret. Puis de l'autre bout, c'est la livraison à un client de la valeur. Donc ça, c'est le bout en bout de notre organisation. Donc s'il ne se passe pas tant de changements que ça à ce niveau-là, bien, on peut bien former 800 personnes, mais on n'a pas tant d'impact sur l'ensemble. Oui, on a des changements sur la culture, sur les pratiques, sur peut-être l'engagement, la mobilisation des gens, mais du bout en bout, on n'a pas tant d'effet que ça. Donc, on s'est mis à regarder des modèles d'agilité ou de lean ou de Kanban à l'échelle. Ça, c'est le modèle de Klaus Leopold, le Flight Levels, donc sur 3 niveaux. Donc, on voit, on s'est lancé dans le niveau 1, le niveau opérationnel, dans les équipes. Au 2e niveau, c'est la coordination entre des équipes, entre des services, donc l'interaction entre des morceaux d'une organisation. Puis au dernier niveau, bien, c'est le niveau stratégique, le niveau du portefeuille. Puis ce que Klaus dit, bien, c'est commencer par votre niveau portefeuille, puis commencer à travailler là. Puis c'est là qu'il va se révéler les opportunités d'amélioration. Parce que mon boss vient d'arriver. Merde!
faut que j'aille l'air vraiment, vraiment... Merci d'arriver en plein milieu, puis ça ne me déconcentre pas en tout. Non, 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 non. Donc, c'est ça. Fait qu'on a parlé on a eu la chance de s'asseoir avec lui puis de discuter de ce qu'il appelle le Lean Business Agility, donc d'avoir une approche systémique à une transformation puis à de l'agilité. Donc, on s'est dit, bon, on a une expérience en Kanban, puis on a un portefeuille qui a besoin d'amour. Allons-y. Essayons d'appliquer les principes Kanban qu'on a appliqués avec nos équipes, puis allons essayer d'appliquer ça au niveau stratégique. Donc, on a commencé par ce qu'on fait. Quand on travaille en Kanban, on commence par ce qu'on fait. Kanban, ce n'est pas un cadre très prédictif. Il ne va pas vous imposer des nouveaux rôles, vous imposer des nouvelles façons de faire. Et on va partir de ce que vous faites, on va se donner de la visibilité sur ce que vous faites, puis on va adapter en fonction de ce qu'on va apprendre. Donc, ce que ça fait, en fait, à la base de Kanban, c'est une méthode de gestion du changement. Ça remet dans les mains des gens qui vivent un changement. C'est eux qui vont piloter ça. Fait que c'est sûr que d'entrée de jeu, on ne change pas votre vie du jour au lendemain. Donc, on commence par ce qu'on fait. Dans la première chose qu'on fait, on veut visualiser le système. Donc, on veut voir ce portefeuille-là, il a l'air de quoi. Donc, on veut mettre la lumière sur quelque chose qui est parfois intangible, parfois difficile à saisir. Dans une organisation, des fois, un portefeuille, on ne peut pas vraiment le voir. Hein. On le voit dans des salles de réunion, dans des tableaux de bord, morcelés à gauche, à droite. Tout le monde a sa compréhension de ce que c'est. Mais on ne se donne pas la chance d'avoir une vue commune, globale, et une seule vue où est-ce qu'on peut tous voir la même chose et agir. Donc, ce qu'on a fait, bien, on a mis la lumière sur le portefeuille chez ce client-là. Ça va l'air de ça. Donc, c'était plein, rempli de choses. Et en passant, c'est toujours comme ça. Quand on n'a pas une vue commune, puis une vue globale, puis c'est siloté, puis tout le monde part des choses chacun de leur côté, puis on a une visibilité un peu plus ou moins transparente, mais ça donne ça. Puis sur cet embranchement-là, il y a des routes qu'on ne savait pas qu'ils existaient même. On ne savait pas que c'était là. Puis ces routes-là étaient pleines de choses, pleines de projets, de trucs sous-marins, des choses qui se prennent à gauche, à droite et qui demandent du temps, des ressources. Donc, c'était un premier constat intéressant. On a donc vu des dépendances apparaître. Il y a des dépendances entre différents morceaux dans notre portefeuille. On a pu mieux voir des enjeux. Puis voir la santé des projets qui sont dans notre portefeuille. Donc, ça nous a permis de pouvoir voir ces choses-là. Mais faites attention, parce que ça fait mal. Hein? Un autre truc très, 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 très important à Kanban, c'est que Kanban est bâti sur la transparence. Donc, si vous êtes à quelque part dans une organisation et que la transparence, ce n'est pas quelque chose qui fait partie de la culture, ce n'est pas intrinsèque, mais il faut faire attention, il faut être prudent avec ça. C'est très important, il faut aller vers là, mais il faut y aller au bon moment puis avoir l'opportunité pour y aller. Parce que ça peut être très dangereux de rendre visibles des projets qui vont plus ou moins bien. T'sais. On a vu tantôt, tout est au vert, puis là, tout d'un coup, on a un outil qui montre, non, 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 c'est au rouge. Pourquoi? Puis là, il faut que tu répondes à des questions, puis tu te sens responsable, puis on se pointe du doigt, puis donc ça peut être difficile. Puis nous, on a eu la chance d'avoir cette opportunité-là. Le boss DTI a dit « Je veux ça, je veux qu'on regarde ce portefeuille-là ensemble, je veux qu'on le voit, qu'on l'ait dans notre face, puis qu'on ait les discussions qu'il faut pour pouvoir prendre les bonnes décisions. » Donc, on avait cette opportunité-là, on était appuyés, on est allé. Mais ça vaut la peine aussi d'avoir de la transparence. Pourquoi? Parce que ça nous apporte trois choses. On va s'approprier notre système, donc on va prendre le ownership de notre système. Donc, les gens s'étaient appropriés des morceaux du système ou des morceaux du processus. Moi, je suis tel morceau de l'organisation, je suis responsable de ça, je m'assure que ça fonctionne bien. Pour le reste, ce n'est pas mon problème qui s'arrange. Ce qu'on veut, c'est que moi, je suis responsable de l'ensemble de l'œuvre. Oui, je viens de ce morceau-là, mais je suis responsable que l'ensemble de l'œuvre fonctionne, puis que tout le monde ait cette mentalité-là. Donc, on veut s'approprier le système ensemble sur l'ensemble de l'œuvre. On enlève notre chapeau, là, puis c'est notre truc à nous tous, même si moi, je m'occupe de ce petit bout-là. Deuxième chose, on va avoir une compréhension commune. Quand on a une vision de notre portefeuille, on voit tous la même chose au même moment. Donc, on est capable d'avoir une compréhension commune de ça. Puis moi, je ne penserais pas que ce projet-là va bien, puis que mon collègue va dire « Non, 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 il ne va vraiment pas bien. » On va le voir ensemble pour pouvoir acquiescer puis agir là-dessus. Puis, on va obtenir du feedback constructif. Donc, si on a une bonne vue transparente et visuelle de ce qui se passe, bien ça, c'est du feedback pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Donc, on a visualisé, mais comment? J'y arrive. Mais avant, j'aimerais ça qu'on prenne 2 secondes. Il rit à chaque fois. Ça fait 5 fois qu'on le fait, tu ris encore.
Parlons un peu de systems thinking, donc la pensée systémique, l'approche portefeuille. C'est une approche systémique. Je parlais tantôt, quand on fait des transformations, si on s'en va dans les équipes, on n'a pas nécessairement une approche systémique. Il faut avoir une approche qui voit l'ensemble de l'œuvre. Donc, c'est quoi du systems thinking? Si j'ai regardé une vidéo il n'y a pas longtemps de Russell Lakoff qui parle de systems thinking, puis il dit, si on va dans un hangar, on amène toutes les voitures du monde, puis on dit, laquelle de ces voitures-là a le meilleur moteur? C'est la Ferrari, parfait. Sortez-moi le moteur, mettez-moi là ici. Laquelle a la meilleure suspension? C'est la Ford, je dis n'importe quoi. Puis on prend les meilleurs morceaux de toutes les voitures, puis on réassemble la meilleure voiture du monde. Pensez-vous que cette voiture-là va fonctionner? Non, pourquoi? Les morceaux, ils ne fitent pas ensemble. Tu ne peux pas faire marcher une transmission de Ford avec une Ferrari, mais non. Fait que ce qui est important, ce n'est pas les morceaux individuellement, ce n'est pas l'optimisation de ces morceaux-là, c'est de considérer l'ensemble de l'œuvre. Donc, ce qu'on veut, c'est un système, ce n'est pas la somme de ses parties, ce n'est pas la somme des optimisations qu'on va faire à travers notre organisation. Un système, c'est le produit des interactions de ces morceaux-là. Donc, Klaus Leopold lui dit, travaillez pas sur des équipes agiles ou des processus agiles, travaillez sur des interactions agiles à l'intérieur de vos organisations. Donc, il faut qu'il c'est plus sur le flow, le rythme de la façon que vous travaillez avec votre portefeuille. Donc, voilà ce qu'on a fait. Là, vous regardez des dizaines ou même peut-être des centaines de millions de dollars. Mais pas le tableau, ça, c'était à peu près 80$. Ce que vous voyez là, c'est un portefeuille de projet. Donc, il y a un processus qui part d'une opportunité jusqu'à une livraison en service. Puis, vous avez tout un paquet de projets qui sont à différents stades de ce portefeuille-là. Puis, chacune de ces petites cartes-là représente un projet. Qui est le sponsor? Qui travaille là-dessus? On en est rendu où? Ça va-tu bien? Ça va moins bien? Y a-t-il des enjeux? Y a-t-il des dépendances? Etc. Donc, ça met en lien tout un paquet de choses. On avait eu donc le call pour faire ça. Puis on est arrivé, puis on a mis 12 par 8 de tableaux sur un mur dans une salle. C'est gigantesque. On a mis ça sur un mur, puis il y a un directeur qui nous dit « Ouais, là, les coachs agiles encore avec leurs post-it puis leurs papiers sur les murs. Qu'est-ce que ça va vraiment changer? » Puis quelques semaines plus tard, la même personne nous dit « Je ne peux pas croire que des petits papiers sur un mur fait qu'on a les bonnes discussions, puis on parle des choses qui ont vraiment de l'importance. » Donc, ça ne veut pas dire que les discussions nécessaires vont arriver parce que vous avez un tableau comme ça. Mais si vous voulez les avoir, vous avez tout ce qu'il faut pour les avoir, ces discussions-là, puis avoir l'information nécessaire pour prendre des bonnes décisions. Donc, vous voyez, je parlais tantôt de la casquette. Là. Le monsieur, il pouvait juste enlever son morceau de carton puis retourner sa casquette. Ce n'est pas un gros changement, mais ça peut avoir un gros impact dans sa vie. Ben là, un gros impact, dans son cas, c'est mesurable, mais ça ne coûte pas cher, c'est pas compliqué à faire, à maintenir à jour. Puis ça peut avoir un gros impact sur la façon que votre organisation va opérer. Donc, on a visualisé le système. Deuxième chose, on a rendu les règles explicites, une autre pratique de Kanban. Des fois, les règles sont compliquées, sont difficiles à comprendre. Et le plus gros problème avec ça, c'est souvent, moi, j'ai mon set de règles de qu'est-ce qui fait qu'un projet va passer d'un dossier d'affaires puis va être lancé en projet, en réalisation. Puis mon collègue n'a pas la même compréhension, puis je ne savais pas que... Puis moi, j'avais compris de même, puis fait que finalement, on ne se comprend plus parce qu'on n'a pas le même livre de règles. Donc, il faut comprendre c'est quoi nos règles, il faut les clarifier, puis il faut les voir de la même manière. Donc, ça, c'est extrêmement important. C'est ce qu'on a fait, entre autres, avec des définitions terminées, puis des façons de transiter à travers le processus dans le portfolio. On a implanté des boucles de rétroaction. Donc, des boucles de rétroaction, c'est des moments cadencés où est-ce qu'on va aller chercher de l'information à différents niveaux. Donc, je parlais des 3 niveaux tout à l'heure. On avait des boucles de rétroaction au niveau du portefeuille, au niveau de la coordination des projets dans le portefeuille, puis au niveau des équipes, on a essayé de brancher ces cadences-là pour qu'elles se donnent de l'information et qu'elles soient en lien. Donc, c'est très important d'avoir un bon dialogue de haut en bas à travers les 3 niveaux. Ça a permis de créer de l'alignement, parce qu'on veut être tous alignés sur les mêmes priorités, tous alignés sur c'est quoi les enjeux en ce moment qui sont en cours puis sur lesquels on doit travailler. Ça nous permet de faciliter la synchronisation. Donc, quand on veut synchroniser puis avoir les discussions au bon moment, bien, ça nous aide à se retrouver autour de ça. Puis, ça nous permet de gérer nos contraintes. Très important, c'est ce qu'on veut faire au niveau du portefeuille pour avoir un impact. Ensuite,
Je vais vous parler 2 secondes de la loi de Little. C'est un peu technique, mais je vais vous en parler parce que c'est important. Dans notre cours de Kanban, on a enseigné 3 métriques de flow qui sont le temps de cycle, le WIP et le débit. Et ces 3 métriques-là sont en lien les unes avec les autres. Qu'est-ce que c'est du temps de cycle? C'est le temps qu'un projet, par exemple, passe dans le portefeuille, de son initiation à la réalisation. Ça, c'est le temps de cycle. Le WIP, c'est un anglicisme pour Work in Progress. C'est combien il y a de projets actuellement dans le portefeuille? Et le troisième, c'est le débit. Par unité de temps, mettons, à chaque trimestre, on termine combien de projets. Et ça, la loi de l'État, elle les met en relation. Ce n'est pas une relation dure, c'est une relation sur une approximation des moyennes de ces métriques-là, mais c'est en relation quand même. Et il y en a une seule de ces métriques-là que vous avez pleinement le contrôle dessus. Il y a un indice. Le WIP. Vous contrôlez combien de choses vous mettez dans votre portefeuille. Vous allez me dire, ben non, c'est mon boss qui contrôle ça. Oui, je comprends. Mais vous avez le contrôle là-dessus. Vous ne contrôlez pas les 2 autres. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on fait avec le WIP? On le limite. Absolument. Arrêtez de commencer des choses, puis commencez à terminer des choses. Plus vous commencez des choses, plus ça va aller lentement. Donc, si vous voulez optimiser l'utilisation de la capacité de cette route-là, donc on veut optimiser l'utilisation de chacun des pouces carrés de cette route-là, de cet asphalte-là, on met le plus de véhicules possible là-dessus. Puis là, on est super optimisé, nos ressources sont 100% optimisées. Puis qu'est-ce qui arrive? Il n'y a plus rien qui avance. Puis quand il n'y a pas d'espace comme ça, chaque voiture a un énorme impact sur les voitures qui sont derrière elle et autour d'elle. Donc, on n'a pas de flow, on n'a pas rien qui se passe. C'est la même chose dans un portefeuille. Ce qu'on veut, c'est des véhicules qui passent rapidement. On veut avoir, oui, une efficacité dans notre gestion de notre capacité. Je ne dis pas que ce n'est pas important, la gestion de capacité, mais il faut être efficace. Il faut limiter aussi ce qu'on a dans notre pipeline pour que les choses aillent rapidement. Donc, dans notre portefeuille, on avait des trucs en upstream, donc en amont. Je mets les termes en anglais parce que c'est des termes de l'industrie. Si vous voulez chercher là-dessus, vous allez en entendre parler. C'est upstream, c'est avant l'engagement, puis on est en train de passer en réalisation. Puis le downstream, c'est ce qui vient après. Donc, ça avait l'air de ça, notre portefeuille. C'était bloqué. Donc, qu'est-ce qu'on voulait faire? Bien, on voulait limiter le WIP. D'entrée de jeu, on ne pouvait pas donner des limites en chiffres pour limiter ça, mais on a amené la discussion. Les gens voyaient maintenant qu'il y avait beaucoup trop de choses en même temps, puis ils sont allés vers ces discussions de « OK, on a un dossier d'affaires qui est fini, on part le projet. » Puis il y a quelqu'un qui dit « Attends. Je sais que normalement, c'est ça qu'on fait. On a un directeur de projet, puis là, l'appel d'offres s'en vient, puis tout, on va le partir, mais peut-on ne pas le partir, mettons? Peut-on attendre, le laisser là, puis faire avancer ce qui est déjà en cours? » Fait que là, on a réussi à amener ces discussions-là au niveau du portefeuille, ce qui est bien. Donc, on a réussi à alléger un peu ce qu'il y avait dans notre upstream, donc ce qui s'en venait, puis dans notre downstream, dans notre exécution, puis on a commencé à sortir des choses de ce tableau-là. Et ça prend aussi autre chose. Des idées? Un indice? L'indice est douteux. Ça prend de l'effort? Ça prend de l'effort. Oui, entre autres. Oui. En fait, on voulait amener dans le Kanban, on parle beaucoup d'un système en flux tiré. Donc, qu'est-ce que ça veut dire principalement? C'est au lieu de dire, OK, on va partir des projets, on va pousser, on va mettre plus de pression dans le tuyau, c'est de dire, OK, dès qu'il y a quelqu'un qui est disponible, il va pouvoir tirer le plus longtemps qu'il peut. Pourquoi? Parce que toutes les fois qu'il y a un passage de témoin dans des étapes de processus d'un portefeuille, il y a une perte de connaissance, une perte de vélocité, il y a des gens qui perdent de mobilisation. Donc, comment on fait pour être sûr, tout à la faute de l'autre, de l'étape précédente ou de l'étape subséquente? Donc, comment on fait pour tirer le plus longtemps? C'est des dynamiques qu'on voulait amener au niveau du portefeuille, donc implanter un système en flux tiré. Comme Nicolas dit tout à l'heure, au lieu de dire, OK, maintenant, on va partir, parce qu'il y a un directeur de projet qui est disponible, on va partir un projet. Bien non, attention, est-ce qu'on a une capacité de réalisation qui est disponible? Ce n'est pas la même nuance. Parce que quand ne serait-ce que juste partir un projet, qu'est-ce que cette personne-là va faire? Elle va aller voir des experts, elle va demander des planifications, elle va demander de l'architecture pour pouvoir mieux comprendre. Mais ces personnes-là sont déjà occupées à quelque part d'autre. Ils ralentissent. On ralentit quoi quand on commence quelque chose? On n'est pas prêt tout de suite à tirer. C'est une des choses qu'on voulait faire. Aussi, on voulait que le système soit guidé par la création de valeur. Donc, de plus en plus, souvent, dans les TI, on pense au service des lignes d'affaires. Est-ce que c'est vraiment ça?
est-ce que les TI sont au service des lignes d'affaires ou ensemble, on est au service d'un citoyen, d'une entreprise, d'un client? Donc, comment on fait pour amener cette notion de valeur-là? Quand on a vu certaines contraintes au niveau du système, on s'est rendu compte que dans la couche coordination, on avait des problèmes. Donc, comment on fait pour amener la notion de valeur dans notre couche de coordination? Donc, voici un exemple. On avait des problèmes à livrer toute la portion des fondations TI. Donc, dans cet exemple-là, si on prend la chaîne de valeur des fondations TI, on s'est donné un objectif. Donc, comment on va faire pour livrer enfin nos fondations qui n'ont réussi pas à sortir? On s'est donné des étapes de création, donc des critères de valeur. Qu'est-ce qui devrait nous donner la vélocité qu'on espère? Et qu'est-ce qu'on a fait? On a joué au poker. Donc, l'ensemble de l'équipe de direction, directeur principal, 25 personnes dans une salle. On regarde tout ce qu'on a à faire dans les 12 prochaines semaines, puis on se pose la question, qu'est-ce qui va nous donner le plus de valeur sur l'objectif qu'on s'est donné? Donc, ce n'est pas ceux qui connaissent le planning poker en agilité, ce n'est pas de ça qu'on parle. Là, on parle vraiment d'un poker de valeur. Donc, je vois des gens ici qui ont fait partie de l'exercice. On parlait tantôt des niveaux hiérarchiques. Donc, le but, c'est de mettre toutes ces personnes-là, d'enlever cette structure hiérarchique-là, puis de dire un membre, un vote. Donc, on veut voter de façon égale, donc d'aplanir en quelque sorte la structure. Pourquoi on voulait faire ça? Parce qu'on voulait amener un élément de gouvernance qui était plus collaboratif. Puis on voulait commencer un peu ce qu'on appelait le changement de paradigme au niveau de la culture. Donc, d'enlever cette fameuse barrière-là entre les décisions doivent toutes monter. Puis là, il y a un niveau d'attente pour dire, OK, puis là, il y a une personne à quelque part qui essaie d'avoir la vision d'ensemble. C'est vraiment pas évident quand on parle de 1000 personnes qui travaillent ensemble. Donc, de détruire tous les silos qu'on avait. Donc, peu importe où est-ce que tu es assis dans la vice-présidence, on s'assoit ensemble, puis pendant une journée, on se pose des questions sur qu'est-ce qui fait le plus de sens. Qu'est-ce qu'on espère retrouver là-dedans? Bien, c'est des points de vue. On en a parlé. Donc, c'est des meilleures idées, des objectifs qui sont peut-être plus communs. Parce que quand on est chacun dans notre silo, c'est facile de dire « Ah, c'est de la faute à un tel, on manque de vision, on n'est pas aligné. Il y a 3 initiatives en même temps qui traitent de la même affaire. Qu'est-ce qu'on fait? » Donc, en ayant toutes ces personnes-là en même temps, ça nous a permis d'avoir peut-être des meilleurs objectifs communs. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais la remettre, j'aime ça, la truite. Donc, l'autre élément, je l'ai dit vite, je n'ai parlé à travers d'autres choses tantôt. L'autre élément hyper important qu'on va avoir dans un portfolio, ça va être la même chose dans une équipe de travail. Comme je dis, c'est des principes qui scalent facilement. À quoi ça vous fait penser, ça? Les gens lean, y a-t-il quelqu'un de lean là, qui pourrait dire ce mot-là? Ouais. Je veux chercher quoi? Je veux du flow. Si vous avez des consultants en ligne qui sont venus chez vous, vous dites « Ah, ça te prend du flow. » Richard, il était là tantôt. Richard, il vous parlerait de ça. Ah, ça te prend du flow dans tes affaires. Ça te prend du flow dans ton équipe. Ça te prend du flow dans ce que tu fais. Ça vous prend du flow dans votre portefeuille, votre portfolio. Donc, la meilleure image que j'utilise, moi, pour expliquer c'est quoi du flow, bien, c'est une rivière. Une rivière, ça ne s'empêtre pas avec des obstacles puis des imprévus. De l'eau, ça n'arrête pas de couler parce qu'il y a une roche de plus qui s'ajoute dans la rivière. Qu'est-ce que ça fait? Bien, ça trouve un chemin, puis ça continue son chemin, puis ça ne s'arrête jamais, à part l'hiver, là, mais bon. Donc, ça continue. Ce qu'on veut, c'est que votre portefeuille, votre portfolio fasse la même chose qu'une rivière, que ça coule. Ça bloque à quelque part, il y a un enjeu, il y a un délai. C'est pas grave, ça continue d'avancer, on trouve des mécanismes pour que ça ne s'arrête jamais, puis qu'on ne soit pas bloqué, puis que ça flotte. Puis il y a un expert d'un autre domaine qui est un pionnier dans le flow puis dans la façon que l'eau s'adapte, puis qui a beaucoup influencé les penseurs d'agilité. Non, c'est pas vrai. C'est Bruce Lee. Bruce Lee a dit « Be like water ».
il parlait des arts martiaux, puis il disait, quand je suis en train de faire un combat, j'ai un adversaire devant moi, je ne peux pas prévoir qu'est-ce qu'il va faire. Je ne peux pas savoir comment il va décider de m'approcher, de m'attaquer, par quel angle, quel mouvement il va faire. Tout ce que je peux faire, c'est que je peux réagir. Mais tu n'es pas complètement en train de réagir, hein. J'ai une technique, j'ai une stratégie, je sais où je vais aller, mais je dois être capable de m'adapter en fonction de ce qui va se présenter devant moi. Donc, je pense qu'il disait de la meilleure manière possible, hein, « Be like water ». Donc, vous devriez essayer d'amener vos organisations ou votre portefeuille à être un peu comme un flot de rivière. Donc, écoutez Bruce Lee. Vous pourrez dire ça à votre boss. Qu'est-ce que tu as appris à l'Agile Tour aujourd'hui? Ah, il faut être comme Bruce Lee. Quoi? Bref. Donc, on essaie de générer du flow. Comment on fait pour générer du flow? C'est pas facile. Ce qu'on a fait, premièrement, j'ai dit quoi? Dans notre modèle de maturité, on disait qu'il faut comprendre notre système, donc il faut apprendre de notre système, donc il faut avoir de l'information. Donc, on analyse les contraintes, par exemple. Donc, dans notre tableau, on peut voir qu'il y a trop de WIP, donc ça nous permet de réagir. Puis, on a des délais aussi qui se présentaient. Donc, on s'est mis à sortir des métriques sur les temps de cycle, les temps de passage. Les temps de cycle, c'est le temps global que ça prend. Les temps de passage, si on peut cibler des étapes de mon processus. Ça prend combien de temps sortir un dossier d'affaires? Puis ça prend combien de temps passer en réalisation? Ça prend combien de temps préparer une livraison? Ça prend combien de temps faire de la stabilisation, etc. Puis là, vous allez pouvoir savoir où votre plus gros problème et où votre opportunité qui s'en vient. Puis prendre des décisions. Donc ça, c'est avoir de l'information pour faire des moves. Puis on a utilisé 3 stratégies qui sont hyper simples, qui sont très centrés sur les humains. C'est pas de la technique, là, nos affaires. C'est des papiers sur les murs pour que les gens aient des bonnes discussions. C'est de l'interaction entre les humains. Donc, on a utilisé 3 stratégies. C'est simple, mais des fois, c'est compliqué aussi. 1, décentraliser les décisions. Ce qui doit se prendre au portefeuille comme décision. Mais ce qui doit relever des trucs de coordination ou d'équipe, laissez ça à vos équipes. Vous avez engagé des gens fantastiques. Tu sais, quand je suis à haute direction, j'engage des gens, je regarde leur CV et je dis « Hey, wow, t'as-tu vu le CV de celui-là? Il est vraiment fantastique, il est super intelligent, il a de l'expérience, je l'engage. Puis là, qu'est-ce que je fais? Fais ci, fais ça, fais ça. Puis valide avec moi quand tu vas faire ça. » S'ils sont bons, puis si vous les vouliez, puis si vous les payez, faites-leur confiance. Faites de la délégation. De décision, donner le pouvoir à ces gens-là de décider. Donc, faites confiance aux gens, puis après ça, supportez le système. Parce que guess what, comme n'importe qui, à n'importe quel niveau, dans n'importe quelle organisation, ils vont faire des erreurs, ils vont se tromper. Mais je prends 153 000, moi j'exagère, 153 000 erreurs faites au niveau d'une équipe versus une faite au portefeuille. Pourquoi? Parce qu'elle peut avoir un très gros impact. Puis quand je suis au portefeuille et je prends une décision sur le plancher, bien, je ne suis pas capable de mesurer les impacts. Je ne suis pas en contexte. Puis j'ai peut-être même pas la compétence pour le faire. Moi, ma job, là, c'est de gérer, puis de décider, puis de prioriser. Mais si c'est des trucs techniques, des trucs très précis de business, je ne sais pas s'il va y avoir un impact. Je peux avoir une bonne idée. Là, je suis quelqu'un d'intelligent, mais je pense qu'il y a des gens qui sont proches des enjeux. Dites-leur de décider, faites-leur confiance, puis supportez-les quand ça va moins bien. Ça marche? Fait que ça, c'est de l'humain, comment on gère un portefeuille de façon très humaine. Et finalement, la dernière chose que ça nous prend. Ça vous dit de quoi? Hein? Elle est difficile, celle-là. OK. Restez avec moi. Ce monsieur-là, il est quand même âgé. Il en a vu d'autres. Il sait plein de choses. Il est très intelligent. Il a appris beaucoup dans sa vie. Puis qu'est-ce qu'il fait? Il continue d'apprendre. Il continue à lire. Il continue à se développer. Continuez à s'améliorer. Continuez de vous améliorer constamment. Des fois, on arrive dans des organisations, ils savent tout, ils ont tout compris, ils veulent juste être plus efficaces. Ben, OK, trouver des façons de vous améliorer, changer. Donc, on essaie d'amener des approches d'amélioration continue dans ce qu'on fait. C'est hyper important. Si vous escamotez ce bout-là, vous êtes mort. Surtout dans le monde d'aujourd'hui. S'améliorer au niveau du portefeuille, bien, ça amène des grands impacts parce que le portefeuille, c'est un haut niveau, ça a une portée globale sur l'ensemble de ce que votre organisation fait. Si vous faites de l'amélioration là, ça va être payant. Ça coûte cher, parfois, parce que si on veut s'améliorer là, bien, ça prend des gens clés, puis ça prend du temps, puis il faut investir, puis il faut accepter de ralentir parfois pour pouvoir mieux avancer, mais ça vaut la peine.
On a investi du temps en amélioration à travers des approches très humaines et très en lien avec les 3 principes que je vous ai donnés tout à l'heure. Donc, on a utilisé des Kaizen. Donc, on a pris des gens de partout dans l'organisation, on leur a donné un problème, puis on a dit trouver une solution, puis implanter une solution par rapport à ça. 3 exemples. On travaillait au niveau des contrats. Les contrats, c'était très, très long de sortir des contrats. Puis ce que ça faisait, c'est que ça faisait retarder les appels d'offres, puis ça repoussait la réalisation. Et donc, quand un projet partait, puis il fallait sortir un appel d'offres, sortir un contrat, c'était très long. Donc, il restait pris dans notre portefeuille. Donc, ce qu'on a dit, on va essayer de couper ça en morceaux puis le rapetisser. Alors, on a pris des gens qui sont reliés à des contrats de partout dans l'organisation, puis on leur a dit, vous avez 5 jours, trouvez une solution, rapetissez le temps que ça prend pour le faire. Ils ont pris un processus qui prenait 1 an, puis ils l'ont transformé en 6 mois. Mais 6 mois, c'est très long, vous allez me dire, oui, mais c'est moins long qu'1 an, c'est 50% moins, c'est assez extraordinaire. Puis on fait de l'amélioration continue, fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va revisiter ça avec d'autres Kaizen de d'autres types pour essayer de continuer d'améliorer ça. Puis ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit, on n'a pas été chercher des experts qui disent, bien, trouvez-nous une solution. Non, on est allé chercher des gens qui le vivent, qui le comprennent. On leur a dit, trouvez-nous une solution. Vous avez le pouvoir d'agir, on vous fait confiance. J'avais dit 3. Deuxième, dossier d'affaires, un peu la même chose. Ils ont regardé comment on pourrait améliorer le temps que ça prend pour livrer des dossiers d'affaires. Puis 3e chose, on travaille sur le processus d'investissement, comment on gère notre investissement dans nos projets, puis comment on l'amène à terme. Donc ça, c'est un gros Kaizen qui a été fait, puis après ça, qui va faire émerger d'autres petits Kaizen. Donc voilà. Ensuite. Maintenant, souvent, les investissements sont gérés par les TI. Je ne sais pas pourquoi, c'est naturel. Donc, la capitalisation va dans... Le bureau projet est souvent proche des TI. Par contre, c'est sûr que quand on arrive au niveau portefeuille, c'est des choses qui touchent principalement les lignes d'affaires. Donc, ce n'est pas juste un truc TI. Et si on amène... Ici, on va présenter une démarche un peu pour voir comment on la bâtit, cette stratégie-là, au niveau du portefeuille. Donc, on a nos grands objectifs. Donc, où est-ce que l'on veut que la boîte s'en aille? Qu'est-ce qu'on se donne comme cible au niveau de l'organisation? Ensuite, on va essayer de définir c'est quoi nos futurs modes d'opération. Donc, qu'est-ce qui doit changer dans nos processus actuels ou dans nos façons de faire, dans nos chaînes de valeur pour pouvoir voir ça va être quoi les futurs modes d'opération qui vont nous apporter nos objectifs. Ensuite, on va voir c'est quoi les changements requis. Donc, pour atteindre ce futur mode-là, c'est quoi? On a-t-il des capacités qu'on doit ajouter, modifier, enlever même parfois? Donc, c'est quoi les initiatives qu'on pourrait essayer de trouver? Quand est-ce qu'on va les faire? Puis, ensuite, on va essayer d'avoir du feedback. Donc, de qu'est-ce qu'on a mis en place comme initiative. C'est un mot qui est facile à écrire, mais pour vrai, comment on va faire pour dire on a livré quelque chose, c'est quoi l'impact que ça a sur nos objectifs? C'est pas souvent un pour un. Là. Donc, comment on fait, est-ce qu'on a nos façons de faire de la télémétrie, comment on va être capable de comprendre un changement de contexte? Le but du jeu ici, c'est simple, c'est d'essayer de tourner le plus rapidement qu'on peut. Gartner disait récemment que juste 13% des organisations sont capables d'atteindre leurs objectifs stratégiques. Notre hypothèse, c'est probablement juste parce qu'ils ne sont pas capables de cycler assez vite. Pour comprendre justement ce changement de contexte. C'est le fait d'aller rapidement. La game, c'est ça, cycler le plus vite possible dans votre exécution stratégique. Selon votre contexte, ça va vous proférer un avantage compétitif sur votre compétiteur ou ça va vous permettre de vous adapter devant un changement que vous n'avez pas vu venir. Hein? Uber, les bitcoins, Netflix, ça, c'est des changements que vous ne pouvez pas prévoir, puis guess what, il va en avoir bien plus dans le futur. Fait que si vous n'êtes pas capable d'itérer rapidement à travers votre stratégie, quelque part, vous allez avoir de la difficulté à survivre ou à opérer ou à exécuter. Donc, dans le fond, cette matrice en X-là, ce qu'elle nous montre un peu, c'est le lien entre nos stratégies, notre espace de coordination, notre exécution, puis l'adaptation qu'on va faire. Donc, c'est un peu le cycle OODA pour ceux qui sont plus familiers. Donc, ça va nous permettre, parce que souvent, on dit, OK, les équipes agiles vont itérer, on se lance, on itère. Le plan global, il est où?
nos initiatives, ils s'en vont dans quel sens, dans quel but. Ça va nous permettre juste d'être capable de garder cette traçabilité-là entre ce qu'on fait et ce qu'on aimerait atteindre comme résultat. À tous ces niveaux-là aussi, principalement au niveau stratégie, on l'a vu tantôt, le portefeuille, donc le Kanban était là. Au niveau coordination, souvent, quand on a beaucoup d'équipes, c'est pas rare qu'on va se dire, OK, comment on fait pour gérer toutes ces contributions-là, ces services partagés-là? Donc, comment on va descendre? Je pense qu'on a des collègues qui sont en train de montrer un exemple de PI planning. Donc, c'est exactement de ça qu'ils parlent. Donc, comment ils vont faire pour attacher entre la stratégie et l'exécution? L'exécution, c'est vraiment nos équipes. Puis après ça, le cycle d'adaptation, c'est souvent celui-là qu'on oublie. Donc, comment on fait pour voir qu'on va adapter cette stratégie-là? Parce que si vous êtes capable de faire une stratégie 3, 5, 10 ans, puis que vous allez atteindre parfaitement, j'ai un doute. Donc, est-ce que c'était assez ambitieux? Je ne sais pas. Mais c'est sûr qu'elle doit s'adapter. Puis elle doit prendre en contexte. Puis sur 3 ans, sur 1 an, si votre stratégie, si vous ne changez jamais votre plan stratégique, vous ne l'adaptez jamais, il y a quelque chose qui ne marche pas. Le but, là, c'est d'itérer plus rapidement et d'adapter votre stratégie, d'adapter votre plan. Vous êtes au Agile Tour, donc vous êtes tous des agilistes. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On se fait un plan, oui, mais après, on l'adapte au fur et à mesure en fonction de ce qu'on apprend. C'est la même chose au niveau stratégique. Pour ça, il nous reste encore quelques petits défis. Donc, si ce serait simple, c'est facile. Donc, est-ce qu'on connaît toujours l'actuel? Ça peut paraître simple, mais souvent, on en jasait même tantôt, on engage un PO qui est un fournisseur ou quelqu'un qui décide que Product Owner, c'est une carrière. Il arrive, est-ce qu'il comprend vraiment l'actuel? Ben non. Notre PO, justement, c'est un expert du sujet. Donc, est-ce qu'on est capable de comprendre l'actuel pour pouvoir dessiner le futur? Quand on a des grandes organisations, souvent, même si on a 5-6 services qui font la même chose, ils font peut-être de 5-6 façons différentes. On sait maintenant que pour pouvoir louper vite, il faut qu'on aplanisse un peu notre structure. Donc, justement, si on a 5, 6, 7 niveaux hiérarchiques, puis chacun doit être un expert, on veut aplanir ça. Tantôt, Nicolas disait les meilleures décisions proches des enjeux, puis laisser le haut de la hiérarchie gérer le système et non nécessairement tous les éléments plus pointus. Ça, c'est un défi en soi. C'est une initiative au gouvernement, on n'oublie pas. Donc, on veut que nos initiatives soient davantage centrées sur l'utilisateur, donc le client, le citoyen. On veut qu'on soit davantage axé sa valeur. On veut trouver juste assez d'initiatives, juste à temps. Donc, si on est en train de faire l'ensemble des initiatives sur notre plan de 3 ans, il y a un warning qui devrait s'allumer dans vos têtes. On n'est probablement pas dans le juste assez, juste à temps. Il faut qu'on améliore encore notre prédictibilité et nos ententes de niveau de service à niveau exécution. Donc, ça, on a encore un petit effort là-dessus. Et la gestion des travaux en cours demeure toujours un défi pour la couche principalement de gestion. Donc, la priorité du jour, ou celui qui crie le plus fort, ou whatever. Donc, cette fameuse gestion du WIP-là. Puis quand on commence à la faire et à y penser, il peut arriver aussi qu'il y a d'autres travaux sous-marins, davantage de travaux sous-marins. C'est pas ça qu'on veut. Donc, comment on fait pour pouvoir justement réadapter le tir? Tantôt, je disais, comment on fait pour prendre le feedback, donc comment on fait pour prendre la télémétrie, puis se donner des conditions de succès. Ça, c'est un peu un espoir qu'on a, là. Donc, comment sont mesurés le succès ou l'échec d'une initiative au niveau d'un portefeuille, exemple du Conseil du Trésor. Tantôt, on en parlait, tantôt, on montrait l'exemple. Est-ce que c'est vraiment juste par rapport à l'écart au plan qui va nous dire que c'est un succès? On n'a pas ce feeling-là. Donc, il va falloir qu'on travaille à ce niveau-là, collectivement, je dirais. Vous avez été très, très attentif. Maintenant, il reste un peu de temps pour les questions. 3-4 minutes, je ne sais pas si... Oui? Mm-hmm. Est-ce que l'exécution, elle se fait avec le planning en safe aussi? Ensuite, c'est un next step? Oui. C'est pas
obligatoire, mais oui, ça se branche parce que Safe n'a pas inventé la gestion de portefeuille, mais oui, ça se branche. Fait que, tu sais, contextuellement, nous, oui, on avait des PI à l'intérieur de ça. La question, c'était, ça ressemble à de la gestion de portefeuille comme on le voit dans Safe, donc est-ce que ça se branche avec des PI? Oui, on peut le faire, absolument. Fait que, tu sais, dans notre matrice en X qu'on voyait, là, ben, on pourrait découper ça en train ou en PI à l'intérieur de la gestion de notre portefeuille. Absolument. Absolument. Un des défis, c'est vraiment justement le lien, la traçabilité entre votre élément du portfolio qui se découle en coordination, qui se découle dans les équipes. Puis c'est là que, encore maintenant, on le voit, dans les équipes, c'est rouge, coordination jaune, portefeuille. Maintenant, de plus en plus, on demande aux gens, soyez visibles. Donc, les fameux tableaux qu'on voit un peu partout, là, ben, on prend le vice-président, on dit, OK, on va aller descendre, on va aller voir au niveau coordination si la traçabilité de ces éléments-là. Puis après ça, même aller voir dans les équipes. Donc, si eux, ils disent pourquoi on n'a pas le même son de cloche. Ça, c'est drôlement intéressant. C'est sûr qu'il y a des outils qui aident. Mais au départ, l'outillage peut arriver vraiment plus tard. Parce qu'anyway, on ne veut pas tout de suite fixer le processus parce qu'on veut qu'il change. Donc, si on met beaucoup d'efforts à faire un outil qui va nous permettre de voir le processus, puis après ça, il est fini. Première affaire qu'on sait, on fait un Kaizen, on change cette étape-là, on la tasse. Ah non, on est obligé de recommencer. Changer une ligne de tape sur un tableau, c'est pas très compliqué. Donc, de laisser encore cette maturité-là aussi. Ouais. Oui. Vous avez parlé de planning d'organisation dans un contexte gouvernemental et des grosses entreprises. Comment on peut encourager ça? Donc, la question, comment on peut aplanir l'organisation au niveau gouvernemental? Souvent, le Kanban, il va nous aider, physique je parle, il va nous aider à parler de concept. Donc, tu sais, on parle de WIP, on parle d'aplanir, on parle de choses. Ça demeure théorique un peu. Quand on commence à le mettre sur le mur, ça devient un peu... Puis on marche le Kanban, puis on en parle, puis on dit pourquoi que cette décision-là se passe ici? Pourquoi qu'à toutes les 2 semaines, vous avez des décisions opérationnelles à niveau stratégique? Donc là, comment qu'on va faire cette délégation-là? Parce qu'il y a 2 choses. Hein. Si on a un paquet de décisions à prendre au niveau stratégique aux 2 semaines, c'est soit on ne fait pas confiance aux gens, soit qu'on a un problème de coordination, ou soit qu'on a un vrai problème d'exécution. Donc, c'est là que cette conversation-là peut commencer. Puis là, on peut se dire, OK, maintenant, pourquoi qu'on prend cette décision-là à niveau stratégique ou à niveau coordination quand nos gens sont capables de le faire? Puis cette réflexion-là commence à faire du sens, puis elle a même lieu par eux-mêmes. Donc, c'est en train de se passer, cette réflexion-là, en ce moment, au niveau de l'agence, puis il se pose, c'est la couche de gouvernance qui est en train de se dire, OK, le top management veut désespérément de la visibilité. Nos équipes agiles, c'est dans leur core value, c'est dans leur valeur d'être transparent. Donc, il y a quelque chose dans le milieu qui est une espèce de zone cosmique qui fait que ça change les couleurs. Donc, cette réflexion-là peut arriver. Moi, puis tu sais, c'est quand on pense à aplanir, on se dit, on va on fout du monde à la porte. Là, c'est pas, puis on se dit, mais dans le gouvernement, on ne peut pas faire ça. Puis même dans le privé, je ne sais pas si foutre du monde à la porte, c'est la solution. C'est peut-être plus d'en réorganiser puis retravailler comment son organisation est bâtie. Puis une des approches qui est en train d'être réfléchie, c'est de réorganiser en fonction des lignes d'affaires ou des value streams. Puis de revoir le rôle de certaines personnes. Parce que là, oui, le rôle va changer, parce que si on ne fait plus de coordination à ce niveau-là, puis qu'on délègue aux équipes, moi, je fais quoi? Bien là, il faut voir comment on peut travailler ça. Puis on dit on travaillait en mode Kaizen, donc on a inclus les gens dans ces discussions-là. C'est pas comme le VP dans son bureau qui dit ouais, lui, il va aller là, lui, il va aller là. Bien, on s'assoit ensemble, voici le modèle, est-ce que vous achetez, comment vous le voyez? Puis après ça, vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui va falloir qu'ils changent de chaise ou qu'ils changent de rôle. Oui, parfait, comment on fait ça? Puis tu inclus les gens là-dedans parce que c'est clair que c'est un défi, puis c'est pas quelque chose de facile et de simple à faire. Mais la pire chose, ce serait de le faire sur papier dans un bureau, puis après ça, voici tes nouvelles fonctions, mon ami. La couche gestion est là. Les gens qui sont là sont souvent, ils ont été mis là parce qu'à quelque part, ils ont du leadership. Du leadership, on en a encore de besoin. C'est la posture qu'il faut qu'ils changent. Exact. Souvent. Oui? Mm-hmm. Donc, la question,
c'est les objectifs. Exemple, si nos objectifs sont trop grands, ça va nous amener forcément à avoir des gros morceaux. Puis, comment on peut faire pour les découper? C'est là que, je dirais, dans notre cycle, quand on va essayer de cycler, on va tout de suite se voir, OK, on est en train d'exécuter notre premier morceau stratégique. Et là, dans notre feedback, attention, là, on est en train d'en faire trop, on a trop de changements en même temps, on est en train de fragiliser notre couche. Ces questions-là, il faut qu'on l'ait dans la rétroaction, dans la portion adaptation, comme on disait. Donc, on va essayer de faire notre premier morceau, on va le livrer 12 semaines plus tard, on va faire un pas de recul, puis on va regarder notre objectif, est-ce qu'il est encore réaliste? Mais ça en prend parfois pour monter la game. Tu sais, quand Elon Musk arrive et dit dans 10 ans, SpaceX, on s'en va dans l'espace, puis il referme la porte, tout le monde panique. Mais après ça, il se pose la question, OK, le 10 ans, c'est une chose, mais l'objectif demeure, on s'en va dans l'espace. Puis quand il rentre après ça, il dit, bon, dans 10 ans, on s'en va sur Mars. Puis il referme la porte, tout le monde panique encore. Mais on se pose juste la question, OK, voici une cible, est-ce qu'elle est réaliste? On ne le sait pas, faisons du mieux, puis après ça, adaptons-nous constamment pour voir qu'est-ce qui fait du sens. Est-ce qu'il y a une règle du pouce? Moi, je dirais, si trimestriellement, vous êtes capable d'avoir cette conversation-là, c'est déjà très bien. Puis, tu sais, comme les équipes, comment on découpe un backlog avec une équipe Scrum, bien, on se donne un plan plus long terme, mettons une livraison, puis après ça, on va découper en itération. Bien, mettons, on se donne une vue stratégique sur la prochaine année, c'est quoi nos grands objectifs stratégiques, puis on se dit que trimestriellement, on va s'asseoir ensemble, puis on fait une revue stratégique. Fait qu'on essaie de faire rentrer nos morceaux à l'intérieur d'un trimestre. Fait qu'ils s'inscrivent sur une vision un peu plus long terme, puis on va les découper en trimestres, puis on va les revoir. Puis c'est, comme Fred dit, à l'usage. On va le voir, on en a pris trop, on a pris trop large, ou les morceaux sont trop gros, puis après ça, on va pouvoir les redécouper puis les replacer. Mais c'est clair qu'il faut se donner une vue à court terme, puis de faire ce cycle-là, comme on demande à nos équipes. En fait. Le poker de valeur qu'on parlait tout à l'heure, c'est un peu ça aussi, c'est de mettre toutes nos initiatives en compétition. Il faut dire, OK, on a un paquet de choses, là, le WIP, mais qu'est-ce qui fait le plus de sens pour atteindre notre objectif? Et là, il y a des choses ça serait vraiment le fun de le faire, mais on va le tasser. On ne partira pas cette fois-ci. Il y a une autre chose qui va arriver à cause d'un changement de contexte. Puis il faut l'accepter. On va laisser les gens aller dîner. Si vous voulez venir nous voir, poser d'autres questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci.